et bienvenue. Je m'appelle Sophie Lemaître et avec le podcast Sophie au pays des possibles, je vous emmène à la rencontre de femmes et d'hommes, en France et à l'étranger, aux parcours et horizons différents. Leur point commun ? Combattre la corruption et l'évasion fiscale pour un monde meilleur, plus juste et plus éthique. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de rêver d'un autre monde et parce qu'il est possible de changer les choses, rejoignez-moi au pays des possibles. Pour ce nouvel épisode, je vous propose de découvrir un témoignage puissant et engagé. Je suis très honorée d'avoir pu accueillir et recueillir la parole d'Ouria Aouimer. En mai 2024, la Maison des lanceurs d'alerte a reconnu Ouria lanceuse d'alerte. Quelques mois plus tard, en novembre 2024, le défenseur des droits l'a certifiée lanceuse d'alerte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Lors de sa prise de fonction à la tête de l'AGS, le régime de garantie des salaires, Ouria découvre des pratiques douteuses et de possibles faits de corruption. Elle lance l'alerte. Cet entretien avec Ouria a été divisé en deux parties. Dans cette première partie, Ouria nous parle de son parcours. Elle nous présente l'AGS et ses missions. Elle nous raconte également ses premiers mois à la tête de l'AGS, ses découvertes et les enquêtes menées à la suite de son alerte. Bonne écoute. Bonjour Ouria Aouimer, bienvenue dans le podcast. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui. En janvier 2025, l'association Anticorps vous a remis un prix éthique pour votre combat sans faille contre la corruption. Mais avant que vous nous racontiez ce qui s'est passé, pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre parcours ? Bonjour Sophie. Alors je suis toujours, puisque je demande ma réintégration, directrice générale de l'AGS et directrice nationale de la délégation UNEDIC AGS. Ce sont deux institutions qui pilotent un régime social qui n'est pas très connu, mais qui est très utile et qui sert à verser les salaires à des salariés quand les entreprises sont en faillite. Alors avant d'arriver à la tête de l'établissement opérationnel qui gère ce régime social, j'ai un profil de juriste avec une formation qui a été assurée à Saint-Étienne, puisque je suis née là-bas, dans la Loire, où j'y ai été formée donc à l'université de Saint-Étienne jusqu'à des travaux de recherche au sein du CERCRID, donc dans le cadre d'un DEA en droit des contentieux. J'ai commencé ma vie professionnelle là-bas, au service des accidentés du travail et des handicapés, au service juridique national d'une association qui s'appelle la FNAT, la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, qui a été fondée là-bas en 1921. J'ai fait 11 ans là-bas et j'ai été assez rapidement identifiée comme une experte en matière de droit social et plus particulièrement dans la défense des droits des victimes d'accidents du travail, mais aussi d'accidents de la vie. J'ai beaucoup travaillé sur la protection des victimes de l'amiante et de leurs familles, et en particulier sur les textes qui leur ont garanti un niveau d'indemnisation convenable, le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, mais aussi le FCATA, c'est-à-dire le fonds de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, qui assure une pré-retraite justement à ces victimes dont la vie a pu être écourtée ou peut être écourtée du fait de maladies contractées dans le cadre d'une exposition à l'amiante. Ce travail que j'ai réalisé donc au sein de cette fédération a été reconnu assez rapidement au niveau parisien par à la fois des représentants gouvernementaux avec lesquels j'ai travaillé sur la construction des textes que je viens d'évoquer, mais aussi par un certain nombre de représentants patronaux, plus particulièrement les représentants des artisans, par une organisation qui était à ce moment-là, je pense, moins bien connue, qui s'appelait l'Union professionnelle de l'artisanat, qui représente essentiellement un tissu de petites entreprises. Lorsque je suis identifiée comme potentiellement collaboratrice qui peut les intéresser dans leur mission, même si ça peut sembler curieux d'aller chercher quelqu'un avec mon profil et avec mon vécu au sein de la FNAT, il faut savoir que cette organisation est la seule à vouloir rester dans la gestion d'organismes sociaux, les caisses primaires d'assurance maladie, la Caisse nationale d'assurance maladie, mais aussi la Caisse nationale des allocations familiales. Mais c'était surtout au niveau de l'assurance maladie. À ce moment-là, le CNPF, puisque ça s'appelait pas le MEDEF, donc l'organisation patronale la plus puissante, le CNPF et la CGPME, qui s'appelle aujourd'hui CPME, ont décidé de quitter, on est en 2001, ont décidé de quitter les organismes sociaux, la gouvernance des organismes sociaux. Ils ne s'entendent pas avec le gouvernement de l'époque. C'est sur le fond de toute la législation des 35 heures qu'ils ne s'entendent pas et des impacts sur le financement des organismes sociaux. Donc l'UPA devant rester seule, l'UPA étant une toute petite organisation patronale,
Elle avait besoin de renforts justement pour assurer tous les sièges patronaux qu'elle allait récupérer du fait de la défaillance des 2 autres organisations. Donc c'est comme ça que j'arrive sur Paris et que je rentre dans l'univers patronal et où tout doucement, effectivement, après m'avoir confié un certain nombre de responsabilités au niveau de branches professionnelles, dans le cadre du dialogue social, donc dans le cadre de la négociation interprofessionnelle, je deviens au fil de l'eau responsable de la fédération patronale Syntec, que je quitte déjà là pour des questions en particulier de mésentente sur la vision que je me faisais du niveau de protection que les salariés sont en droit d'attendre d'une fédération comme celle-ci, d'une branche comme celle-ci, notamment pour ce qui concerne les grilles de salaire. Donc je quitte la fédération Syntec pour justement rejoindre l'organisme de garantie des salaires et pour succéder au directeur précédent qui lui a 72 ans. Il est toujours en poste depuis 38 ans à la tête de ce régime et on vient me chercher donc pour lui succéder en 2018, très exactement le 1er septembre 2018. Merci beaucoup, c'est un parcours très riche et varié avec un combat ou votre vie professionnelle dédiée à la défense des personnes les plus vulnérables. Vous nous avez dit, vous avez pris la tête de l'Agence des garanties des salaires, l'AGS, mais cette agence n'est pas très connue. Vous avez commencé au tout début à nous dire quel était son rôle, mais est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Je ne pense pas que le grand public connaisse l'AGS. Quel est le rôle de l'Agence des garanties des salaires? Alors, la garantie des salaires, donc c'est un régime qui est obligatoire, c'est-à-dire que c'est un régime qui s'appuie sur une cotisation qui est obligatoire, qui est versée par toutes les entreprises dès le premier salarié, avec un taux de cotisation qui aujourd'hui est de 0,25 points, 0,25 qui est assis sur la masse salariale. Donc, dès le premier euro, il y a 0,25% qui est reversé à ce régime donc obligatoire. Une cotisation qui est payée par tous les patrons dès le premier salarié. Cette cotisation, elle vient abonder un fonds, le fonds de garantie des salaires. La responsabilité de l'abondement et donc du niveau de cotisation, elle repose sur une association patronale qui s'appelle l'AGS, l'Association pour la garantie des salaires. L'association en question, jusqu'au 1er janvier 2024, n'avait aucun salarié. Il faut savoir que la loi prévoit que pour la gestion du régime de protection sociale qui bénéficie à tous les salariés du privé dès que l'entreprise est en faillite et qu'elle est dans l'incapacité de payer les salaires. Dans le jargon des spécialistes des procédures collectives, on a pour coutume de dire que la garantie des salaires intervient dès que l'entreprise est en cessation des paiements. La vérité, en pratique, c'est qu'elle a pu intervenir, y compris dans des situations préalables, donc sans que l'entreprise soit totalement en cessation des paiements, mais dès lors qu'elle a besoin justement d'une intervention de cet organisme pour lui donner un peu de souffle et lui permettre de repartir et éviter justement la cessation des paiements. La vérité, c'est qu'elle intervient dans les 3 cas de procédure collective, sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire. Ces 3 cas de procédure collective, ce sont des procédures qui sont ouvertes par des tribunaux de commerce. Et lorsque l'AGS intervient donc pour payer les salariés, elle ne verse pas l'argent directement aux salariés, elle le verse à un tiers qui s'appelle un mandataire judiciaire. Il s'agit d'auxiliaires de justice et c'est ce tiers qui reverse ensuite aux salariés les sommes versées pour son compte par le régime de garantie des salaires. Ces paiements-là, la loi prévoit que l'association dont je parlais tout à l'heure, qui est une association patronale, n'est pas censée le faire toute seule. Elle doit le faire en amiable composition et conjointement avec un autre organisme qui est visé par la loi, qui n'est pas nommément cité UNEDIC, mais il s'agit de l'organisme en charge de l'assurance chômage. Donc les deux, AGS patronale et UNEDIC en l'occurrence, qui est un organisme paritaire, mais coprésidé par un représentant MEDEF et un représentant d'une organisation syndicale, les deux organismes ont la responsabilité légale de gérer et donc d'assurer les paiements. Jusqu'au 1er janvier 2024, il faut savoir que les paiements, donc ce qu'on appelle l'opérationnalité du régime, les paiements étaient assurés par un établissement de l'UNEDIC, un établissement non autonome. Donc c'était une espèce de direction de l'UNEDIC. Et c'est à ce niveau-là qu'on m'a placée avec pour responsabilité les équipes qui assuraient donc les paiements. 230 personnes travaillaient au service de cette garantie des salaires. Alors 230 personnes, elles étaient évidemment pas toutes à Paris. Elles étaient réparties sur tout le territoire national avec des centres territoriaux, des centres régionaux, 15 centres régionaux, y compris dans les DOM-TOM,
pour justement faire en sorte que tout salarié en situation de détresse parce que l'entreprise est en faillite et ne peut pas toucher des salaires puisse être garanti de toucher des subsides et de pouvoir, comme j'avais coutume de le dire, continuer à remplir le caddie pour sa famille sans se préoccuper de ce qui va se passer. Pour la petite histoire, ce régime de garantie des salaires, il est né d'une loi qui date de 1973. À l'initiative de cette loi, il y a quand même eu des mouvements sociaux autour d'une affaire qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque. C'était l'affaire Lips, du nom des montres LIP. C'est une affaire dans laquelle, avant que soit créé ce régime, les salariés ont été amenés à réquisitionner leur outil de travail, l'usine de production, et à continuer la production pour vendre et pouvoir se reverser des subsides. L'affaire a créé un tel mouvement social, une telle détresse dans les familles et chez les salariés, que la décision a été prise par, à l'époque, Monsieur Serac, qui était à la tête du CNPF, évidemment après des interventions et un dialogue social avec les organisations syndicales de l'époque, qui a donc annoncé qu'il se prononçait favorablement à la création donc d'un régime de protection des salariés, de manière à assurer automatiquement le paiement des salaires sans qu'ils soient obligés d'en arriver à ce qu'avaient fait les salariés dans l'affaire LIP. Et donc, ce régime qui a été créé légalement en 73, le législateur a décidé d'en faire un régime obligatoire pour tous les employeurs dès le premier salarié et obligatoire aussi du point de vue du financement puisqu'il a imposé à tous les employeurs et non pas à 50% ou à X% pour les salariés et à Y% pour les employeurs. Donc là, c'est vraiment à 100% une cotisation patronale en application de la loi. Il a donné la responsabilité aux organisations patronales, donc dans le cadre de l'association AGS, la responsabilité de faire en sorte qu'il y ait toujours les fonds nécessaires pour payer les salariés dans les situations que j'ai indiquées. Voilà ce qu'on peut dire globalement de ce régime. En termes de chiffres, il faut savoir que sur les 10 dernières années, c'est un régime qui a assuré 18 milliards d'euros en cumulé, 18 milliards d'euros au titre des salaires dans le cadre de défaillances d'entreprises en difficulté qui n'ont pas pu donc payer ces salaires à leurs salariés. Merci beaucoup, c'était très clair et puis surtout on comprend bien la mission essentielle de l'AGS et que sans cette initiative, on aurait peut-être des centaines de milliers de personnes qui, à la suite de la faillite de leur entreprise, se retrouveraient sans moyens de subsistance, sans salaire. Donc c'est vraiment, essentiel comme activité et comme mission. Mais à votre arrivée en 2018, vous découvrez un certain nombre de choses. Quel est le constat que vous faites quand vous prenez la direction de l'AGS? Quand j'arrive à la direction de la délégation UNEDIC AGS, il faut savoir que je suis arrivée 3 mois avant. En tant que directrice générale, j'étais seule, directrice générale comme salariée, directrice générale de l'association patronale. J'arrive 3 mois avant pour, me dit-on, organiser un tuilage avec celui auquel j'étais censée succéder au 1er janvier 2019, qui était censé partir en retraite. Il faut quand même bien garder en tête qu'il avait 72 ans, avec un contrat de droit privé, toujours en poste, à l'âge de 72 ans. Contrairement à moi, mon prédécesseur avait un profil de salarié, de dirigeant, qui a fait toute sa carrière dans cet écosystème. Il est resté 38 ans et demi à la tête de l'organisme qu'il avait en charge. Ma vision, quand j'arrive donc au 1er septembre 2018, dans la perspective de lui succéder, c'est une vision qui est bienveillante, respectueuse du travail qu'il a réalisé, parce que j'ai une vision du régime qui est admirative. Je donne toujours ces chiffres. Sur les 10 dernières années, 18 milliards d'euros versés à plus de 2 millions de salariés. Comment ne pas être particulièrement fier lorsqu'on vous annonce que vous avez été la candidate retenue après un processus de recrutement assez lourd, confié à un cabinet externe pour assurer donc la gestion de ce fonds de garantie. Ma fierté est très grande. Donc, quand j'arrive pas avec un a priori sur des découvertes d'éventuelles malversations. J'arrive précisément plutôt sereine en me disant que ce monsieur a forcément bien géré les choses en sachant que sa gestion repose sur une cotisation qui permet justement d'éviter qu'on soit en déficit. Donc, j'ai pas d'inquiétude particulière a priori. Les inquiétudes, elles se font progressivement. Lorsque j'arrive, je demande évidemment à rencontrer d'abord les hommes et les femmes qui font vivre ce régime. Et je demande à descendre dans les territoires, à leur rencontre, à échanger avec eux. Je demande également à aller à la rencontre des directeurs, des responsables de service,
Je demande à assister au COMEX de mon prédécesseur parce que j'ai besoin d'entendre, j'ai besoin de voir, j'ai besoin de comprendre et j'ai besoin de m'assurer à ce que au 1er janvier 2019, lorsque je serai seule au volant de ce magnifique véhicule qui est le régime de garantie des salaires, eh bien, je n'ai pas de carence dans ce que je dois savoir et qu'il n'y ait pas de défaillance de ma part. J'ai surtout besoin, en fait, d'assurer une continuité dans cette apparente bonne gestion de mon prédécesseur. Donc, sans a priori, je vais à cette rencontre avec les collaborateurs et les responsables, et là, je commence à avoir les prémices de ce qui vont constituer mes premières alertes avec des salariés, des responsables dont les langues se délient et qui, en tête-à-tête, commencent à me parler de l'existence d'un label qui n'a de label que le nom, qui permet à un certain nombre de mandataires judiciaires bénéficiaires de disposer de passe-droit sans contrôle sur les éléments qui sont fournis pour obtenir les paiements, avec des paiements automatiques. Il me remonte l'existence d'un dispositif appelé restitution, qui transforme à mes yeux l'organisme que je suis invitée à piloter en un espèce d'organisme bancaire au sein duquel les mandataires pourraient mettre de côté des fonds, puis ensuite rappeler ces fonds à première demande, sans vérification des motifs pour lesquels on reverserait ces fonds. J'ai appelé ça des petites coupures de 15 000 euros. Je découvre, en demandant les comptes de résultats sur les 4 dernières années, donc des documents comptables, je découvre 2 lignes qui, en cumulé, font ressortir, et c'est là que mes inquiétudes sont les plus fortes, des classements en perte pour des montants vertigineux, 7,5 milliards, ce sont les premières sommes qui apparaissent, 7,5 milliards classés en perte, sans explication a priori. Et plus je gratte, et plus effectivement mes inquiétudes sont fortes. Donc là, à ce moment-là, moi je suis salariée de l'association patronale, et donc je fais mes premières alertes auprès du président de l'association patronale et de l'organisation qui est, je vais la qualifier de chef de mes chefs, l'organisation patronale qui a mandaté le président de l'AGS, c'est-à-dire le MEDEF, et en particulier la présidente du MEDEF. Je les alerte sur mes craintes en leur disant que je demande, et je préempte du coup ma prise de fonction à la suite de mon prédécesseur au 1er janvier 2019, à la réalisation d'un audit de prise de fonction. J'ai besoin à ce moment-là d'y voir très clair, de lever mes doutes et mes craintes par des éléments objectifs qui m'amèneraient à faire tomber, à affirmer ces craintes, ou au contraire de me permettre de mettre en conformité l'établissement que je suis invitée à piloter. Et à ce moment-là, mes craintes ne sont pas des certitudes, mais j'alerte quand même. Le régime étant un régime légal, les risques réputationnels étant également très forts, j'alerte au travers d'un certain nombre de mails, de notes, et face à mon assistance, quand même appuyée par le président de l'AGS, mais qui attend la bénédiction, si j'ose dire, de son mandant. Le numéro 2, à ce moment-là, qui est aujourd'hui le numéro 1 du MEDEF, m'écrit en ces termes, texto, il m'écrit « OK pour l'audit, mais pour le choix de l'auditeur, laissez-moi manœuvrer ». À ce moment-là, donc je continue mon tour de France et je me revois dans un train qui me conduit dans le centre de Nancy et je reçois un SMS du numéro 2 du MEDEF qui me dit « Pouvez-vous être à 19h, avenue Bosquet ?» Et il me fait comprendre que c'est pour une première rencontre avec les auditeurs en question. Donc l'affaire étant quand même assez sérieuse, dans la mesure où j'ai conditionné la suite de mon investissement à la réalisation de cet audit, je fais demi-tour et je m'arrange. Donc je vois quand même assez rapidement les collaborateurs en leur promettant que je reviendrai et je repars plus précipitamment que ce qui était envisagé. J'arrive à rue Bosquet et je me rends donc au 7e étage, l'étage, si j'ose dire, présidentiel du MEDEF, dans une petite salle de réunion dans laquelle m'attendent le numéro 2 devenu numéro 1 du MEDEF et des hommes, 2 ou 3, j'ai plus en mémoire, il y en avait 2 c'est sûr, dont le responsable de la mission qui portera pour nom le projet Albatros. Donc je rentre dans cette pièce, il y a donc Patrick Martin, puisque c'est son nom, le numéro 1 d'aujourd'hui du MEDEF, c'est lui qui pilote la réunion, qui explique donc en substance les craintes qui sont les miennes et les alertes qui ont été les miennes. Et en substance, il leur explique ce qu'il attend d'eux dans le cadre de l'audit de gestion qui va leur être confié. Et il m'invite, le cas échéant, à apporter des précisions ou à mieux préciser mes alertes et mes craintes.
Ils acceptent la mission. La difficulté, c'est qu'ils comprennent assez vite que si je ne prends pas les mains du volant de mon prédécesseur, ils ne pourront pas réaliser leur mission, puisque en termes d'existence juridique, l'AGS, association patronale, et la délégation UNEDIC AGS n'ont pas la même réalité juridique. Il y en a une qui est autonome, qui est patronale, et qui n'a aucun pouvoir décisionnel sur la délégation UNEDIC AGS, dont la seule mission est d'assurer le paiement des salariés. Donc il fallait que je bascule de l'AGS vers la délégation UNEDIC AGS, et il fallait donc que je bascule vers un statut de salarié de l'UNEDIC pour pouvoir signer les contrats de ces auditeurs. Je signe donc le contrat de ces auditeurs le 17 décembre 2018. Le départ, mon prédécesseur, est du coup précipité. Dans un premier temps, il est mis à la retraite d'office. Le jour même où je suis invitée à aller signer mon contrat de travail à l'UNEDIC, il est convoqué 1 heure avant moi pour être mis à la retraite d'office. Lorsque je rentre dans les locaux, puisque l'UNEDIC et l'établissement qui gère le fonds de garantie des salaires ont des locaux séparés. Donc, rue Traversière, je suis allée signer mon contrat de travail dans le 12e. Je suis ensuite revenue boulevard Haussmann dans le 9e pour regagner l'établissement fonds de garantie des salaires qui s'appelait Délégation UNEDIC AGS. Là, je croise mon prédécesseur, qui a un teint livide, et effectivement, lorsque j'arrive, il est entouré d'un huissier de justice et de la RRH de l'époque, et également de messieurs, dont les 2 personnes que j'avais vues effectivement à Bosquet, qui sont prêtes à intervenir. Avec d'autres messieurs, ils sont prêts à intervenir. Ils ont entre leurs mains la mission qui va être effectivement la leur, et moi, je suis chargée de signer immédiatement leur contrat. Donc, je signe leur contrat. Mon prédécesseur est invité, c'est ce qui explique la présence de l'huissier de justice, à restituer tout son matériel. Donc, il restitue tout son matériel informatique, téléphone. Il doit repasser l'après-midi pour remettre une tablette, et puis il ne reviendra pas. Je lui suggère que l'on puisse se revoir, et il n'est pas revenu. Là, du coup, je succède à mon prédécesseur à la tête de la délégation UNEDIC AGS, donc un établissement non autonome de l'UNEDIC, et je deviens salarié de l'UNEDIC à ce titre-là. Je garde quand même un lien avec l'association patronale, puisqu'il faut comprendre que la délégation UNEDIC AGS, elle fonctionne grâce à ce qu'on appelle un mandat de gestion, en réalité un budget de fonctionnement qui est versé intégralement par l'association patronale. C'est un budget qui est assez conséquent, c'est 40 millions d'euros. Il est négocié entre l'UNEDIC, donc mes patrons à partir du 17 décembre 2018, et l'association patronale AGS. Et là, les choses, enfin, j'aurais pu imaginer que ça allait bien se passer, que l'audit de gestion allait peut-être effectivement confirmer quelques difficultés, en tout cas quelques paramètres à modifier dans la gestion, que ça allait me permettre d'établir une feuille de route pour la suite et pouvoir objectiver auprès des collaborateurs des changements, la transformation en fait de l'établissement. La vérité, c'est que je suis confrontée à 2 choses. La première, c'est que plus j'avance dans mes investigations, en plus d'assurer le quotidien, pour faire court, plus je gratte sur ce que j'ai commencé à découvrir, et plus je découvre des horreurs. Et parallèlement, deuxième difficulté pour moi, je suis confrontée à des espèces de blocages des auditeurs qui ont été mandatés par le numéro 2 du MEDEF. Des blocages que je ne saisis pas, je n'arrive pas à objectiver les raisons pour lesquelles, lorsque je leur demande à eux, d'ailleurs en demandant au président de l'AGS de l'époque d'appuyer ma demande, d'aller investiguer sur ce qui me semble le plus grave, ils dirigent leur regard ailleurs. Je ne saisis pas les raisons pour lesquelles ils vont dans ce sens-là. Tout doucement, je m'aperçois que, alors que le contrat est signé avec l'UNEDIC et la délégation UNEDIC AGS, ils restituent régulièrement ce qu'ils ne découvrent pas d'abord avenue Bosquet. Donc là, je commence à avoir des doutes sur la pleine objectivité des auditeurs. Et en accord avec le président de l'AGS, nous décidons de nous appuyer sur un prestataire complémentaire. On a fait une mise en concurrence, même si on était quand même dans l'urgence. Moi, j'avais besoin que l'on me dise si je pouvais continuer à signer des restitutions, si je pouvais continuer le label. Il faut savoir que j'étais soumise à la pression des mandataires et de l'écosystème des tribunaux de commerce qui attendaient que je labellise d'autres mandataires. J'avais besoin de savoir ce que masquait ce qu'ils appelaient les ANV, donc les classements en perte effrayants pour des montants énormes, 4 ans, 7,5 milliards. Et pour ça, il fallait que des experts du chiffre, indépendants et objectifs, me donnent leur analyse et que je confronte cette analyse d'experts du chiffre avec des experts du droit du point de vue de ma responsabilité et de la responsabilité du conseil d'administration de l'AGS.
Et c'est là, dans un timing beaucoup plus d'ailleurs rapide que les premiers auditeurs font ressortir des éléments qui sont effectivement des éléments qu'on va qualifier de faute de gestion. Et les avocats considèrent que ces éléments rassemblés permettent aux responsables, à la gouvernance, de déposer une plainte contre X, hein, pour abus de biens sociaux, détournement. Et on est là, effectivement, sur des constats qui touchent à des relations avec des prestataires, une ancienne avocate avec des montants effectivement assez importants. Si on s'en était tenu au contrat qu'elle avait signé 2 mois avant que je ne lui succède, qui m'aurait imposé de lui verser 1,8 million sans forcément de retour sur investissement, si j'ose dire. Une agence de communication dont les honoraires se chiffraient à coût entre 300 et 800 000 euros à l'année, avec des prestations dont la réalité était plus que discutable. Bon, voilà, on est sur la première plainte, effectivement, qui s'appuie sur des constats, les premiers constats du premier audit dont l'auditeur a été choisi par le MEDEF. Donc, il y a une première plainte qui va être déposée à l'appui du rapport de ces auditeurs choisis par le MEDEF. Cette première plainte, elle sera déposée au mois de mars 2019 et elle sera signée par moi-même, l'AGS, l'association patronale, par le MEDEF et par les CPME, les 2 organisations patronales qui siègent dans la gouvernance de l'association patronale AGS. Quelques semaines plus tard, l'UNEDIC, qui est mon employeur, décide de se désolidariser de cette première plainte, mais copie-colle cette première plainte et en dépose une indépendamment de la première plainte que j'ai également signée, avec les mêmes éléments, en prenant soin de ne pas faire état du fait que cette plainte repose sur mes premières alertes. Lorsque nous avons mandaté le 2e cabinet d'audit avec le président de l'AGS, à ma demande, là, les constats sont quand même beaucoup plus graves. Et les chiffres également sont beaucoup plus graves. Et on est là sur un dysfonctionnement majeur qui est structurel, hein, du régime, avec des enjeux financiers qui potentiellement peuvent représenter plusieurs milliards d'euros. Évidemment, avant d'en arriver à cela, je multiplie les alertes et je transmets les informations qui me remontent, tant par les responsables de terrain, puisque là aussi ça continue à remonter, mais aussi dans le prolongement de la 2e mission d'audit qu'on a lancée. Et lorsque tous les éléments sont réunis et que les constats des experts du chiffre, donc les auditeurs, et l'analyse des experts du droit, les avocats pénalistes se convergent, ils nous amènent à considérer qu'il faut, dans l'intérêt du régime, déposer là encore une plainte, mais avec des enjeux une fois de plus beaucoup plus lourds, avec des dysfonctionnements qui touchent aux relations avec les acteurs de l'écosystème des tribunaux de commerce, donc quelque chose de plus inquiétant encore. Là, on m'invite à me rendre à nouveau avenue Bosquet, au 7e étage, pour rencontrer les chefs de mes chefs, association AGS, sachant que le président de l'AGS est nommé par le MEDEF, et UNEDIC, le coprésident de l'époque de l'UNEDIC était également mandaté par le MEDEF. Donc je me rends là-bas avec les documents nécessaires, c'est-à-dire les rapports du 2e auditeur. Alors face effectivement à la réalité des éléments factuels, objectifs et des analyses des avocats, on ne m'a pas interdit de déposer donc la 2e plainte, mais on nous a clairement dit au président de l'AGS et moi-même que cette fois-ci, le MEDEF ne viendra pas, ne signera pas la plainte. Donc on y va seul, le président de l'AGS et moi-même. Là encore, les éléments et mes alertes depuis mon recrutement, la signature de mon contrat par l'UNEDIC, je les ai adressés également à l'UNEDIC, mes patrons, hein, puisque à ce moment-là, moi, je suis sous contrat. Mon contrat de travail avec l'AGS est suspendu, mais je suis sous contrat de travail avec l'UNEDIC, donc j'ai adressé tous ces éléments. Tout ce que j'ai adressé au MEDEF, à l'AGS, je l'ai adressé à l'UNEDIC. Donc quelques semaines après ce 2e dépôt de plainte, signé par moi-même et par le président de l'AGS, l'UNEDIC décide de déposer sa propre plainte, qui est un copier-coller de notre plainte, avec les mêmes éléments que j'ai fournis, les mêmes alertes que j'ai fournies, mais en prenant bien soin de faire ressortir que leur plainte ne résulte pas de mes alertes. Alors il faut savoir que une des bizarreries supplémentaires dans mon affaire, c'est que lorsque j'ai signé mon contrat le 17 décembre 2018 avec l'UNEDIC, alors que j'arrivais pour succéder à une personne qui était là depuis 38 ans et demi, 72 ans, donc il n'y avait pas de doute sur le fait qu'elle allait parvenir, l'UNEDIC ne m'a signé qu'un CDD. Il refusait de me signer un CDI, j'avais un CDD qui se terminait en juin 2020. Donc l'UNEDIC dépose sa propre plainte. Moi, parallèlement, les plaintes déposées, je décide de mettre en conformité la maison
et, le cas échéant, de rassembler les éléments nécessaires pour alimenter la justice qui, enfin, est saisie de ce qui constituait dans un premier temps mes craintes. Et là, je suis obligée quand même de rappeler quelque chose que j'ai beaucoup de mal parce que certains amis me disent « tu as le syndrome », mais tout le respect que j'ai pour les femmes battues, hein, toute proportion gardée, « tu as le syndrome de la femme battue ». Il se trouve que lorsque j'ai signé mon contrat le 17 décembre, donc il n'y a pas de mystère, hein, le 17 décembre, on est juste avant la trêve des confiseurs, il ne se passe pas grand-chose entre le 17 décembre et le 31 décembre. Les choses, elles commencent vraiment le 1er janvier. Et elles commencent tellement bien pour moi que les représailles que je subis commencent également. Merci d'avoir écouté cette première partie du témoignage d'Ouria. La deuxième partie sera disponible dans 15 jours, mardi 13 mai. Vous entendrez Ouria vous raconter les représailles qu'elle a subies et vous verrez, c'est à peine croyable. Elle nous racontera aussi son combat pour les lanceurs d'alerte. Ne manquez pas la suite et abonnez-vous au podcast.